Excellences, membres du comité, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 221e séance du comité contre les disparitions forcées. Nous allons aujourd'hui commencer avec l'examen du rapport soumis par Gabon, conformément à l'article 29, paragraphe 1 de la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées. J'ai le plaisir d'accueillir au podium son Excellence, Madame l'ambassadeur Marianne-Odette Bibalou-Bounda. Le comité vient d'être informé que le reste de la délégation du Gabon, qui avait été accréditée, ne sera pas présente aujourd'hui et le comité le regrette. Le comité tiendra le dialogue constructif selon sa pratique habituelle en séance publique. Avant de donner la parole à Madame l'ambassadeur, je souhaite expliquer la méthodologie du dialogue constructif. Le dialogue sera mené par le président et divisé en deux parties. La première partie portera d'abord sur les sélections 1 à 3, tandis que la deuxième partie sera axée sur les sections 4 et 5. La première partie du dialogue commencera avec une déclaration d'ouverture faite par le Gabon. Après l'exposé liminaire de Madame l'ambassadeur, les rapporteurs par pays, Monsieur Deco et Figalo, prendront la parole afin de formuler des observations sur le rapport ainsi que sur les réponses apportées aux listes des questions et pour poser des questions. Les autres membres du comité pourront ensuite prendre la parole afin de poser des questions. Lorsque toutes les questions auront été posées, Madame l'ambassadeur aura le temps afin d'organiser et de coordonner ses réponses si elle le désire. Madame l'ambassadeur elle disposera le temps nécessaire pour les réponses. Ensuite, les membres du comité auront la possibilité de poser des questions complémentaires et une fois posées, Madame l'ambassadeur aura le temps nécessaire pour y répondre. Une approche similaire sera adoptée s'agissant de la deuxième partie du dialogue. Une fois les réponses les déclarations aux questions complémentaires apportées, les rapporteurs par pays procéderont à faire un bilan du dialogue. Par la suite, Madame l'ambassadeur aura la parole pendant le temps nécessaire afin de faire sa remarque finale. Je voudrais attirer votre attention de la délégation sur le fait que si certaines questions n'ont pas encore reçu de réponse, le Gabon aura la possibilité d'y répondre par écrit dans le 4-8 heures après la fin de ce dialogue constructif. Je vais maintenant donner la parole à son Excellence, Madame l'ambassadeur Marianne-Odette Bibalou-Bounda. Votre Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Messieurs et Mesdames les membres du comité, secrétariat également, je suis heureuse d'être parmi vous et de retrouver le comité. Je voudrais que vous me permettiez d'abord de vous présenter les excuses du Gabon, les excuses du ministre de la Justice chargé des droits humains, M. Francis Nkéa Nzige, et celles des autres membres de la délégation gabonaise pour n'avoir pas pu effectuer le déplacement de Genève pour des raisons indépendantes de leur volonté. C'est à cet égard que l'ambassadeur que je suis, représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies, et Madame le conseiller Nadège Mouketou, vous, qui m'accompagne, chargé des questions de droits de l'homme aux Nations Unies, sommes ici pour nous entretenir avec vous au cours de ce dialogue. Nous avons donc l'honneur de présenter le rapport initial du Gabon sur les disparitions forcées à ce comité institué par l'article 26 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et en conformité des dispositions de l'article 29, paragraphe 1, lequel prévoit que les États parties rendent compte des mesures qu'ils ont prises à l'effet de donner corps à leurs obligations au titre de la Convention.
Et ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que les dispositions de la Convention doivent être mises en vigueur au plan interne. Mon pays, le Gabon, État de droit, guidé par les principes de dialogue et de paix, n'a pas dérogé à cette règle. À cet effet, après avoir signé cette convention en 2007 et procédé à sa ratification le 29 janvier 2011, le Gabon a arrimé son droit interne en conformité avec les dispositions de la dite convention. Le contenu de ce rapport illustre bien l'essentiel des mesures législatives et institutionnelles prises dans ce sens. Sa présentation et son contenu s'alignent également sur la méthodologie proposée par le comité en sa session tenue du 26 au 30 mars 2012. Prenant en compte le caractère national, inclusif et participatif. L'élaboration de ce rapport est, pour ainsi dire, issue des organisations internationales, de la Commission nationale des droits de l'homme, de l'ensemble de la société civile représentée par Samba Mouana, l'ANPHG, la mission. Je vais vous passer tous les noms de toutes les organisations et autres qui ont participé, et des partenaires au développement, particulièrement l'UNICEF. Ce rapport fut soumis au cours d'une session nationale de restitution et de validation à une vingtaine d'organisations pour amendements et contributions. J'allais dire chairperson, puisque je vois chairperson. Madame le Président du comité, Mesdames et Messieurs les membres du comité, comme nous le savons tous, la disparition forcée représente un acte illégal, reconnu comme un crime contre l'humanité en droit international. Et s'il est vrai que la disparition forcée n'est pas spécialement dénoncée et considérée indépendamment comme une violation dans le droit interne gabonais, au sens strict de la Convention, il n'en est pas moins que mon pays n'a pas dérogé, comme je le disais tout à l'heure, à cette règle. En effet, certes, en l'état actuel, le droit gabonais ne donne pas une définition stricto sensu de la disparition forcée, telle que le propose la Convention. Mais elle se fonde plutôt sur des actes pris en compte dans le Code pénal gabonais, à l'instar de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais encore des cas de séquestration, de détention arbitraire, de recel de mineurs et d'autres personnes vulnérables. À ce titre, nous pouvons affirmer que la disparition forcée est considérée par les autorités gabonaises compétentes comme un crime de caractère grave, puni par le Code de procédure pénale, notamment ses articles 48, 49 alinéa 2, qui portent sur les complices et l'instigateur, les articles 134, 135, 136 et 138, inhérents aux crimes et délits commis par les fonctionnaires, l'article 250, relatif aux arrestations et séquestrations arbitraires, ainsi que sur les articles 275, 278 et 279 liés aux crimes et délits envers l'enfant. Ainsi, tout acte de disparition forcée peut être poursuivi sur la base de ces dispositions. Cela revient à dire que le Code de procédure gabonais punit sévèrement toute personne qui aurait commis une disparition forcée ou encore donné des instructions pour commettre une disparition forcée, et même l'ordre de commettre ou d'instiguer une disparition forcée. Par ailleurs, le crime de disparition forcée comme crime contre l'humanité est consenti par le droit gabonais dans son livre, consacré par le droit gabonais dans son livre 6, qui établit une coopération avec la Cour pénale internationale, notamment dans les articles 612 à 635, qui font état de l'acceptation par le Gabon des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale qu'il a ratifié le 20 septembre 2000. Ce statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, est intégré dans le nouveau Code de procédure depuis 2010. En outre, la Constitution de la République gabonaise intègre parfaitement la substance de la Convention, notamment par son préambule qui marque l'attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles que définies dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Et par la Charte nationale des libertés de 1990 et des autres instruments internationaux traitant de la disparition forcée auxquels le Gabon est parti. Par ailleurs, la réforme du Code pénal en cours
elle est en cours d'adoption. Elle prévoit la définition et l'incrimination de la disparition forcée. D'autres réformes sont envisagées dans ce même cadre. À titre d'exemple, l'imprescriptibilité s'appliquera ainsi à la disparition forcée en tant que crime contre l'humanité. La prescription de 20 ans s'appliquera à la disparition forcée définie comme crime autonome. Toutefois, ces dispositions législatives ne sont en principe prises qu'à titre préventif, car la question des disparitions forcées n'est pas en réalité un phénomène connu au Gabon. Je le répète, la question des disparitions forcées n'est pas en réalité un phénomène connu au Gabon. En effet, à la connaissance du gouvernement gabonais, nulle procédure pénale du chef de disparition forcée au sens de l'article 2 de la Convention n'a été engagée dans notre pays. Il en est de même pour le cas de plaintes liées à la traite des êtres humains pouvant relever des articles 2 et 3 de la Convention précitée. Il est important de relever ici que même lors des troubles post-électoraux du 31 août 2016 dernier, aucune disparition ou plainte n'a été portée à la connaissance des autorités judiciaires gabonaises ou de police attestant des cas de disparition forcée devant permettre aux autorités judiciaires ou de police à prendre des mesures pour retrouver ces personnes disparues au cours de cette crise post-électorale. En revanche, s'agissant des arrestations des pilleurs justifiées en cette période pour un retour au calme et à l'ordre public, plusieurs personnes ont été relâchées. À ce jour, seuls 3 des inculpés sont en détention dans le cadre de l'instruction qui suit son cours dans le respect des délais de détention préventive prévus pour l'article 177.2 du Code de procédure civile. Il est important de souligner que le Code pénal gabonais prend également en compte des procédures inhérentes à l'arrestation, à la détention, à l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par les agents de l'État, des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l'autorisation de l'État, la soustrayant à la protection de la loi. Tous ces éléments, mesdames et messieurs, et bien d'autres, inclus ce rapport, feront l'objet de nos discussions durant ces 2 jours. Nous n'en doutons point et que des commentaires, observations ou recommandations faites par le comité dans ce cadre, au titre de l'article 29, alinéa 3, seront nécessaires pour aider le gouvernement gabonais à parfaire le processus de la lutte contre les disparitions forcées au Gabon, qui, je vous le rappelle, n'est encore qu'à l'étape de la prévention. Je vous remercie. Je remercie Votre Excellence de votre présence aujourd'hui avec nous et de votre discours. Je vais maintenant donner la parole aux rapporteurs du pays, M. Decaux et M. Figalo. M. Decaux, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur du Gabon et à sa collègue. Je dirais même qu'on est d'autant plus heureux de les avoir qu'à elles deux, elles doivent assumer la charge de ce dialogue constructif. Et merci de cette présentation déjà substantielle entrant dans le dossier. Évidemment, nous déplorons que le reste de la délégation, les juristes et experts de la capitale ne soient pas avec nous, mais je pense que vous relayerez nos préoccupations. Je crois que la méthodologie du dialogue constructif, qui est commune d'ailleurs à tous les organes de traité, est bien rodée, et nous avons eu des bonnes pratiques dans le cadre du comité des disparitions forcées. Je crois que le comité est désireux à la fois de faire preuve de souplesse et de réactivité pour s'adapter aux situations, et cette séance publique comme celle de demain sera utile, je l'espère, à la fois pour les pouvoirs publics et pour la société civile au Gabon. Comme vous l'avez rappelé, le Gabon a ratifié la Convention en janvier 2011, parmi les premiers, la première vague de ratification, donc
nous nous en félicitons bien sûr. 2 ans après, le rapport devait être remis. Le rapport a été remis le 10 juin 2015. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en septembre 2017. Il y a déjà un peu de temps qui s'est passé. Et je crois que c'était important d'avoir justement ce dialogue constructif bien construit, dans la mesure où, sur la base du rapport, le comité élabore des listes de questions et l'État a ensuite 6 mois pour répondre par écrit à ces listes de questions, avec une traduction au bénéfice de tous les experts, puisque notre comité est un comité universel. Donc c'est important de respecter ces délais. Et la phase orale, c'est d'aller encore plus loin sur un terrain parfois technique, de droit pénal, avec ce dialogue qui est souvent très riche. Encore une fois, il y a des exemples très fructueux dans le passé, ce matin même avec la Lituanie. Je crois que ce qui est important aussi de souligner d'emblée sur un terrain plus juridique, c'est la continuité des engagements de l'État et de la responsabilité de l'État qui souverainement a ratifié un traité. Alors, ceci dit, évidemment, nous avions beaucoup d'attentes et d'attention à l'égard du Gabon. Sur le terrain juridique d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, si je puis dire. Je prendrai 3 exemples. La création d'une commission nationale des droits de l'homme, quelle que soit sa dénomination, c'est une vieille idée, je dirais pas un serpent de mer, mais depuis 2005, on en parle. Donc, vous nous dites que c'est quelque chose qui est à l'étude. Donc là aussi, on voudrait savoir exactement quel est le calendrier précis et quels sont les moyens pris par le Gabon pour que cette commission soit accréditée selon les principes de Paris qui sont bien connus. De même, s'agissant de l'article 31 de la Convention, qui prévoit une déclaration facultative d'accepter les compétences du comité pour examiner des communications individuelles. Je ne parle même pas de l'article 32, s'agissant des communications étatiques. On nous dit qu'une étude technique est en cours. Bon, l'étude technique, elle est relativement vite faite, puisque le Gabon a lui-même une expérience de ces mécanismes. Sauf erreur de ma part, il a accepté des procédures de plainte dans le cadre de la Convention sur la discrimination à l'égard des femmes depuis 2004, la Convention à l'égard des enfants, le 3e protocole en 2012, ou la Convention sur les personnes handicapées. Donc restent les 2 pactes, le CAT, le Comité contre la torture, le CERD, je crois, et puis nous. Donc, plus qu'une étude technique, parce que techniquement, il suffit d'envoyer une note verbale en disant que l'État fait la déclaration souscrite à la déclaration de l'article 31 et de l'article 32, c'est un problème de volonté politique. J'ajoute dans le même contexte, et pour nous en féliciter, que le Gabon a ratifié l'OPCAT en 2010, qui est d'ailleurs pas indiqué dans le rapport. On dit encore que c'est à la phase de la signature. Dans le rapport, à la page 4 du rapport, on dit que c'est signé en 2004, mais la ratification a été faite en 2010. Donc c'est un point acquis. Ceci dit, 3e réforme qui est dans les tuyaux, c'est d'avoir un mécanisme national de prévention de la torture pour être le correspondant du comité pour la prévention de la torture des Nations Unies, ou du sous-comité contre la torture, et vous nous dites que le texte est en examen devant le Conseil d'État. Donc sur ces 3 points très précis qui cadrent un petit peu les engagements juridiques du Gabon, ça serait intéressant de savoir quand est-ce qu'il y aura une institution nationale conforme aux principes de Paris.
Quelle est la position à la suite de cette étude technique du Gabon à l'égard de l'article 31 et comment l'OPCAT va être mis en œuvre avec un mécanisme national de prévention de la torture. Je disais qu'une actualisation était nécessaire sur le terrain juridique, mais malheureusement, une actualisation est nécessaire également sur le terrain politique, puisque, encore une fois, le rapport a été remis le 10 juin 2015 et que depuis, il y a eu tous les événements consécutifs aux élections et notamment les troubles du 31 août 2016, il y a maintenant près d'un an. Dans le rapport écrit, les réponses aux questions, vous parlez surtout des arrestations, des poursuites. Oralement, vous l'avez fait de nouveau. En même temps, d'après des allégations crédibles d'ONG, et d'organisations internationales, je pense au Parlement européen, on a évoqué des tués, des blessés, des disparus. Je constate que, à plusieurs reprises dans le rapport, dans les réponses aux questions et oralement, vous nous dites qu'il n'y a aucune allégation qui a été portée à la connaissance de la justice. En même temps, comment concilier cette affirmation avec le fait que les ONG parlent de 300 décès lors de l'attaque du quartier général de M. Ping le 31 août 2016 et que plus récemment, plusieurs charniers, au moins 4, ont été trouvés à Libreville, notamment à Mindoubé avec 130 corps, dans la Cité de la Démocratie avec 50 corps, sans parler de la morgue des pompes funèbres de Kapega où une centaine de cadavres ont été trouvés. Est-ce que la justice a été saisie de ces morts? Est-ce qu'il s'agit d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées? Je crois qu'il y a un problème juridique qui se pose. Alors dans ce double contexte, j'ajoute que le Gabon lui-même a saisi la Cour pénale internationale le 20 septembre 2016, ce qui montre la gravité de la situation et le fait que des questions de droit international pénal se posent. Dans ce contexte préoccupant, comment ne pas cacher une certaine déception? D'abord, parce que les réponses aux questions qui étaient précises sont tout de même relativement rapides. Il y a 3 pages de réponses et vous comprendrez bien que nous restons sur notre faim sur toute une série de points, d'autant plus que dans les réponses, il y a une sorte de saute-mouton. Il y a des questions qui sont passées et sur lesquelles mon collègue et moi-même, nous serons obligés de revenir pour les répéter de manière précise en espérant avoir des réponses précises. Et l'autre déception, évidemment, c'est de voir votre délégation réduite. Alors, la qualité est là, à défaut de la quantité, et nous espérons encore une fois que nous aurons un vrai dialogue constructif sur toute une série de points. Je voudrais, pour ma part, avant de passer la parole à mon collègue M. Figalo, revenir au cœur de la Convention avec des questions juridiques. Je voudrais revenir notamment à la question 4. S'agissant des définitions, vous nous parlez d'une réforme du Code pénal qui est en cours d'adoption, qui prévoit la définition et l'incrimination de la disparition forcée, dont acte, mais qu'est-ce qui est exactement prévu? Vous savez que la Convention est complexe et prévoit au moins 2 définitions de la disparition forcée, 2 incriminations de la disparition forcée, l'une comme crime autonome, en reprenant la définition qui est donnée par la Convention, et l'autre
comme crime contre l'humanité lorsqu'il s'agit d'un changement d'échelle, lorsque, conformément à l'article 5, est en cause la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée. Donc là, on a un crime contre l'humanité. Donc il est très important d'avoir deux définitions. Une définition reprenant l'article 2, je peux le lire puisqu'on a un peu de temps. On entend par disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui, l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Donc vous avez une définition très, très précise avec trois grands éléments qui se caractérisent par la négation de l'état de droit et de la protection juridique de toute personne. Donc il est bien important d'avoir une définition autonome, une définition stricte, et souvent les États nous disent nous avons dans notre code l'interdiction de la torture, des traitements inhumains dégradants, c'est pas la même chose encore une fois, et la valeur ajoutée, si on peut dire, de la Convention, c'est d'avoir cette définition synthétique qui doit s'articuler avec la définition de crime contre l'humanité lorsqu'il s'agit d'une pratique massive. Donc je crois que c'est très important d'avoir des clarifications, ne serait-ce que si le Code pénal n'est pas encore révisé, de voir comment le comité peut vous aider d'être dans les paramètres, dans les définitions de la Convention. Certains États ont rendu leur rapport avant que leur réforme du Code pénal soit finalisée. Je pense que c'était le cas du Sénégal, par exemple. D'autres, pour prendre un autre exemple en Afrique, comme le Burkina Faso, avaient au contraire déjà tout transposé. Et là, vous avez un exemple de très bonne pratique qui a été faite si vous voulez chercher des exemples dans des pays qui ont un droit semblable, me semble-t-il, à celui du Gabon. Un autre élément important de la Convention qui donne une certaine souplesse, c'est l'article 3. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir sur la portée à donner à cet article 3 qui vise les acteurs non étatiques, sachant que le Gabon a reçu une visite du rapporteur spécial sur la traite des êtres humains en 2013. Est-ce que l'incrimination de la traite peut être renforcée pour suivre les recommandations du rapporteur, et comment combiner l'article 2 qui vise la responsabilité de l'État, des agents de l'État, et cet article 3 sur les acteurs non étatiques. Une fois qu'on a des définitions, des incriminations, l'autre question fondamentale, c'est d'avoir un régime juridique, un régime de sanctions conforme à la gravité du phénomène des disparitions forcées. Ça, c'est quelque chose qui est traité très rapidement à l'article, au paragraphe 9 des listes de questions. Dans votre réponse, le Gabon dit « Il faut noter qu'en vertu du sacro-saint principe de l'individualisation des peines et des délits, chaque mise en cause, auteur d'un délit ou d'un crime, est personnellement et pleinement responsable de l'acte qualifié de crime ou de délit. » Alors, bien entendu, il n'y a pas de responsabilité collective, et ce principe de la responsabilité individuelle est fondamental. En même temps, un cadre juridique est nécessaire, ne serait-ce que pour que la définition du crime soit assortie à des peines proportionnées à la gravité du crime. Et donc cette échelle des peines s'agissant du crime autonome de disparition forcée et du crime contre l'humanité devrait être précisée. Je ne sais pas si au stade de la réforme vous pouvez répondre sur ce point, mais évidemment c'est quelque chose qui nécessite une réponse. D'autre part, la responsabilité de l'individu
peut prendre plusieurs formes. J'attire votre attention sur l'article 6 de la Convention qui prévoit une responsabilité non seulement de l'auteur, du perpétrateur, mais également de toute personne qui est complice ou participe à une disparition forcée, d'une part. D'autre part, la responsabilité du supérieur hiérarchique qui, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, petit b, doit exercer son contrôle effectif et prendre des mesures de prévention et de répression éventuelles. Je ne veux pas lire l'ensemble de l'article, mais c'est l'esprit. Et dernière hypothèse, celui du supérieur militaire, où là des responsabilités en fonction du droit humanitaire sont encore plus lourdes à son égard. Donc, toute une gamme de responsabilités qui sont individuelles, qui sont individualisées, mais qui correspondent à la situation des personnes, auteurs, complices, perpétrateurs ou supérieurs, y compris supérieurs militaires. Parallèlement, vous le savez, il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes qui peuvent être prises en compte, et là aussi c'est très important d'avoir, ne serait-ce qu'au nom de la sécurité juridique, une liste des circonstances aggravantes. Dans la Convention, on dit évidemment que la mort de la personne portée disparue est une circonstance aggravante. Il y a au contraire des circonstances atténuantes qui sont importantes, en particulier les personnes qui auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d'élucider des cas de disparition forcée ou d'identifier les auteurs d'une disparition forcée. Donc des gens qui coopèrent avec l'enquête de bonne foi peuvent bénéficier de circonstances atténuantes. Le dernier point que je voudrais soulever dans cette rubrique avant d'aborder une autre question, c'est ce que vous expliquez sur l'imprescriptibilité. Alors, j'ai bien compris que, le comité en prend bonne note et c'est une bonne chose, que s'agissant d'un crime contre l'humanité, c'est un crime qui est imprescriptible, mais s'agissant du crime autonome, vous nous dites que la prescription est de 20 ans, ce qui peut se comprendre et ce qui est, j'allais dire, dans les paramètres de la Convention, sauf que vous ne précisez pas si la notion de crime continu est prise en compte. Et donc, à partir de quand commencent les 20 ans? Est-ce que c'est lorsqu'on trouve le cadavre ou est-ce que c'est au moment de la disparition, ce qui change évidemment les choses. Donc là aussi, si on veut avoir un cadre juridique complet avec un code pénal tenant compte de toutes les innovations de la Convention, tous les progrès du droit pénal qui ont été codifiés par la Convention, c'est important d'avoir tous ces éléments à l'esprit, et c'était un peu le sens des questions que nous avions posées au Gabon dans cette partie. Avant de passer la parole à mon collègue, je voudrais intervenir sur un autre point qui figure dans vos réponses au paragraphe 12 et suivant. C'est une réponse à la question 13, je crois, s'agissant de la justice militaire. Vous indiquez que c'est le procureur de la République et les officiers de police judiciaire qui sont en charge des enquêtes en cas de disparition forcée commis par le personnel des forces armées, y compris lorsqu'ils sont perpétrés contre d'autres militaires. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que au Gabon, il n'y a pas de justice militaire et que c'est les tribunaux ordinaires qui exercent leurs compétences? Dans d'autres pays africains, je pense au Sénégal, il y a une justice militaire, mais qui est rattachée, et une prévôté militaire, mais qui est rattachée à la justice ordinaire, au juge judiciaire. Donc peut-être une clarification, mais si c'est le cas, évidemment, c'est conforme aux standards du droit international et aussi à la déclaration de principe qu'avait adopté le comité il y a 2 ou 3 ans pour clarifier la portée de la Convention.
Voilà, Madame la Présidente, Madame l'ambassadrice, ce que je voulais dire pour commencer. Et avec votre permission, je passe la parole à mon collègue Figalo qui va poursuivre. Muchas gracias, Presidenta. Merci, Madame la Présidente. Merci au professeur Decaux. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur Bibalou Bunda et à la conseillère. Je vous remercie de votre présence. Avant d'entamer la partie technique, je souhaiterais faire quelques commentaires, notamment quant à la manière dont nous concevons le dialogue découlant de la Convention et des lignes directrices. Ce dialogue vise une synergie constructive, une dynamique encourageant la motivation. Ce dialogue ne peut en aucun cas être conçu comme étant un monologue suivant un certain protocole. Il s'agit essentiellement d'un dialogue dynamique. Nous nous félicitons de la présence de Madame l'ambassadeur et de sa conseillère, mais nous regrettons profondément l'absence des autorités qui devaient être présentes. Nous espérons toutefois que notre débat et notre dialogue seront fructueux. Cela étant dit, j'en viens maintenant à la partie technique et je souhaiterais plus précisément aborder les points qui n'ont pas été évoqués dans les réponses aux points soulevés par le comité. Il s'agit de questions essentielles qui concernent l'ensemble de la Convention. Il y a notamment la question de l'autorisation constitutionnelle ancrée dans la Constitution et l'article 25, la déclaration, l'autorisation en ce qui concerne les états d'urgence. Il est nécessaire, s'agissant de l'article 1, article 17 et 18 de la Convention, d'obtenir des informations concernant les limites prescrites dans la Constitution permettant de restreindre ou non les libertés et les droits de l'homme dans les circonstances décrites dans cet article. L'information, nous souhaitons savoir quelles sont les dispositions du droit interne garantissant qu'on ne puisse avoir une exception en ce qui concerne les disparitions forcées. C'est-à-dire que l'on ne peut invoquer en aucun cas des exceptions ou des circonstances exceptionnelles justifiant les disparitions forcées, que ce soit un état d'urgence ou autre, un danger intérieur, extérieur, une insurrection armée ou une guerre civile. C'était la première question. Autre question qui joue un rôle essentiel également pour permettre d'évaluer la situation de la Convention dans l'État. Madame l'ambassadeur a évoqué une question qui est liée au paragraphe 21 du rapport. Il s'agit des articles 612 et 635 du Code pénal du Gabon. Ce sont des normes qui sont liées à des procédures et aux liens existants entre les dispositions du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, et la notion de disparition forcée comme étant un crime contre l'humanité. Nous souhaiterions obtenir plus de précisions concernant la manière dont on définit les éléments constitutifs de délit pénal des disparitions forcées en tant que crime contre l'humanité, conformément au droit international s'appliquant. Autre question qui n'a pas obtenu réponse de la part du Gabon. Et cette question est liée à l'article 7 de la Convention. L'article 7
exige que l'on inflige des peines appropriées prenant en compte l'extrême gravité du crime de la disparition forcée et examine également les normes relatives aux circonstances atténuantes ou aggravantes. Cette question a été examinée d'une manière ou d'une autre dans le paragraphe 30 du rapport et est liée à la mise en œuvre de l'article 252 du Code pénal et l'article 253 du Code pénal. Mais il y a des notions dans ces articles qui nécessitent quelques précisions et c'est pourquoi nous souhaitons insister sur cette question. Quelle est la notion apparaissant dans l'article 252 du Code pénal concernant, et je cite, le fait qu'il convient qu'il y a la question du gage, quiconque aura mis ou reçu en gage une personne. Alors je souhaiterais savoir si cet article s'applique aux personnes faisant l'objet de traite, des êtres humains par exemple. Il est important également de faire en sorte que ces peines soient conformes à la gravité. En ce qui concerne l'article 253 du Code pénal, il convient de préciser les peines minimum et les peines maximum. En effet, dans cet article, il y a cette notion de réclusion maximum, mais nous n'avons pas de précision quant à la durée minimum ou la durée maximum de cette peine. Idem pour la réclusion si cette personne arrêtée est une personne investie par l'autorité publique ou personne qui a été ou si les victimes ont été soumises à des tortures corporelles. Nous souhaiterions donc avoir plus d'informations concernant la peine s'appliquant lorsque les faits constitutifs d'une disparition forcée ont été commis par une personne en uniforme. Nous souhaiterions également obtenir des précisions pour savoir si toutes les circonstances atténuantes énoncées dans l'article 2A de l'article 7 de la Convention et toutes les circonstances aggravantes prévues par paragraphe 2B de l'article 7 de la Convention sont prises en compte dans les cas de disparition forcée. D'autre part, nous souhaiterions obtenir plus d'informations par rapport à ce qui figure dans le rapport sur la compétence des articles 9, 11 et 12 de la Convention. Par exemple, au paragraphe 40 du rapport, il est question des mesures prises pour examiner les plaintes en matière de disparition forcée. Nous souhaiterions obtenir plus d'informations, plus exhaustives, pour savoir comment ces enquêtes sont menées. Sont-elles impartiales? Comment peut-on déceler ou déterminer où se trouve cette personne, ce qui s'est passé avec la personne disparue? Nous souhaitons également savoir si des enquêtes sont menées d'emblée sur des cas de disparition forcée par le procureur de la République. Et si la réponse est positive, il s'agit de définir quelles sont les personnes responsables. Nous demandons également des précisions quant aux autorités compétentes s'agissant des mesures de privation de liberté adoptées par les autorités militaires, notamment les autorités chargées d'enquêter sur les délits de disparition forcée commises par le personnel des forces armées, même lorsque les victimes sont également des militaires. Dans ce même sens, je vous renvoie ici à l'article 31 du Code de procédure pénale. Nous souhaitons obtenir des précisions quant à la législation interne si elle prévoit des mécanismes garantissant que le plaignant, les témoins, les avocats, les participants aux enquêtes de disposition forcée bénéficient d'une protection efficace face au mauvais traitement ou intimidation suite à la plainte ou à une déclaration. Nous souhaitons également obtenir des propositions sur l'éventuelle existence de mécanismes qui permettent de faire la distinction entre la disparition forcée, la procédure dans ce sens, et les forces militaires ou autres qui sont chargées de maintenir l'ordre lorsque un de ses membres est impliqué dans l'affaire. Et enfin, s'agissant de l'extradition et l'article 13 de la Convention,
Nous souhaitons obtenir des informations qui n'ont pas été présentées dans le rapport. Il s'agit de voir ce que l'État pourrait prendre comme mesure s'agissant de lois qui couvriraient le crime de disparition forcée tel que défini à l'article 2 parmi les crimes qui peuvent entraîner une extradition dans le cadre de tous les traités signés avec d'autres États conformément à l'article 13 de la Convention. Il convient ici de tenir compte que dans le paragraphe 57 de votre rapport, l'on nous assure que les demandes d'extradition ne sont pas liées à des objectifs politiques. Donc il s'agit de savoir si les dispositions appliquées par l'État partie pour que la disparition forcée ne soit pas considérée, ne dissimule pas une poursuite liée à la race, à la religion, à l'origine ethnique, aux opinions politiques et que cette décision soit appliquée. Il s'agit également de savoir si les traités avec les autres pays, la disparition forcée est mentionnée parmi les possibles base d'une demande d'extradition. Toutes ces questions que j'ai soulevées n'ont pas trouvé réponse dans les réponses soumises au comité. C'est pourquoi cette rencontre était essentielle pour obtenir ces détails et pour bénéficier d'un dialogue constructif. Et nous attendons dès lors de votre part l'obtention de ces informations détaillées. Je vous remercie. Les rapporteurs, et maintenant j'invite les autres membres du comité de poser leurs questions. C'est le cas. Alors, je ne vois pas de demande de prise de la parole. Alors, on fait une pause de 15 minutes, Madame l'ambassadeur, manière de vous donner la possibilité de préparer votre réponse. On suspend la séance maintenant et on se voit en 15 minutes.